Aujourd'hui dans Temps Libre, je reçois au Salon du W Éric Tessier, créateur et scénariste des grands jeux romains de Nîmes, et Yann Guerrero, metteur en scène et scénographe du spectacle. Nous allons parler du conflit qui les oppose à la société Edeis qui gère les arènes et du comité de soutien qui s'est créé spontanément. Regardez, c'est après ça. Salut à toutes et à tous. Bonjour Eric. Bonjour Richard. Bonjour Yann. Bonjour Richard. Alors une fois n'est pas coutume, nous allons parler d'une histoire qui défraie les chroniques nîmoises. Eric et Yann, vous allez nous expliquer comment vous en êtes venus à ce conflit avec la société Edeis, la société qui gère les arènes de Nîmes, au point que s'est créé un comité de soutien. Tu nous en dis deux mots? Alors, le comité de soutien, oui, ce sont des 10 mois qui avaient participé, certains, à nos spectacles, et qui ont été assez scandalisés par ce qui se passait à notre rencontre, et notamment la rencontre de CPPP, on y reviendra, et qui très gentiment, donc, ont monté un comité sur Facebook, un comité de soutien à Yann et Eric, et qui a beaucoup de succès, puisque là, où on parle, on a très largement dépassé les 500. Il commence à y avoir même des personnalités qui nous rejoignent. Donc c'est important, surtout pour informer donc, les gens, quoi, hein. C'est pour les tenir au courant de ce qui se passe et qu'ils aient vraiment les tenants et les aboutissants de cette affaire. Amis qui nous regardez, eh ben, si vous souhaitez adhérer au comité de soutien, Yann, on fait comment? Il suffit d'aller sur la page Facebook, taper comité de soutien Éric Tessier, Yann Guerrero. Voilà. Et après, il faut appuyer sur le petit pouce bleu. Alors, je ne suis pas un spécialiste des réseaux sociaux, désolé. Et à partir de là, vous êtes membre du comité de soutien et par cette action-là, vous soutenez effectivement. D'accord. C'est pour l'instant uniquement sur Facebook, hein. Pour l'instant, c'est uniquement sur Facebook, parce que bon, voilà, c'était pas, on n'a pas une boîte de communication parisienne. Oui, c'est dommage. C'est dommage. Quoique, je connaissais, mais au Monopoly, c'est tout. Ouais. Ça viendra peut-être. Mais ça viendra peut-être pas. Non, mais ça fait 2 semaines qu'ils ont créé ce comité, oui. donc voilà. Oui, ça démarre fort. Plus de 500 personnes en 2 semaines, Oui. Alors, je tiens à dire que si la société Edeis souhaite un droit de réponse suite à cette émission, un de ses représentants sera le bienvenu. On peut même faire un débat. Voilà. Je rappelle que vous retrouverez mes émissions sur Facebook et YouTube, sur le compte Temps Libre, bien sûr, et que la meilleure façon de m'aider, outre le fait de les regarder, bien sûr, c'est de les partager. Tout est dit, place à nos invités. Alors commençons par présenter les protagonistes et la genèse de l'histoire. Donc d'un côté on a Edeis, c'est la société qui a remplacé Culture Espace, c'est ça? Donc tu nous en dis un petit peu plus sur... C'est une société qui est spécialisée jusqu'à maintenant sur la gestion des aéroports et des ports, qui a voulu se développer dans le domaine culturel et qui nous a sollicité, Yann et moi, donc ça marchait comme ça, pour préparer donc leur offre culturelle en vue donc d'obtenir la délégation de service public de Nîmes. Oui, alors c'est étrange parce que comme tu l'as dit, c'est pas une société qui était spécialisée dans le spectacle, on va dire, hein, alors que Culture Espace, lui, il l'était un peu plus. Donc son éviction a été... Culture Espace n'était pas spécialisé dans le spectacle du tout. Non, c'était dans la gestion du monument. Oui, voilà, ils étaient spécialisés dans la gestion des touristes. Le spectacle, c'est nous qui les ont depuis longtemps et depuis le début, ils ne faisaient pas d'autres spectacles ailleurs. Je croyais justement, j'avais entendu dire qu'ils faisaient d'autres spectacles. C'est le seul spectacle qu'ils aient jamais fait parce que bon voilà, on était là. Et autrement, donc voilà, ils ont aussi là le côté carrière de lumière dans lequel ils ont aussi quand même quelques soucis. C'est-à-dire mais c'est pas du spectacle, c'est du spectacle numérique. Quoi. D'accord. Ok. Alors on rappelle quand même que c'est une délégation de service public, c'est-à-dire qu'un contrat a uni en l'occurrence la mairie et Edeis
pour la gestion des monuments, justement, des monuments romains. Pour encore 1 an et demi, quoi, parce que c'était une DSP très courte de 3 ans. D'accord. Alors on va parler de la société, je ne sais pas comment on dit, R2B. 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 C'est bien. À l'américaine, non On a besoin d'un to be, ouais. Qui sert de lien donc entre EDIS et CPPP. Alors d'ailleurs, tu vas nous dire, CPPP, c'est quoi? C'est une société? Non, c'est une compagnie. association? Nous, on a un statut associatif. On a fait le choix de ne pas reverser de dividendes à des actionnaires et de pratiquer et de mettre en exergue certaines valeurs au service de la création artistique. Donc, on est une association, oui. D'accord, ok. R2B, il s'avère que moi... Alors, auquel vous appartenez tous les deux à la CCP? Oui. D'accord, Ouais. Très bien. Et donc, il y a la fonction de cette compagnie dans les grands jeux romains. C'était d'organiser le spectacle, en fait. Voilà, d'accord. Et donc, donc vous étiez en lien avec cette société R2B. Voilà, à la demande d'EDIS, hein, c'est pas nous qui sommes allés chercher R2B, c'est EDIS qui a voulu mettre R2B entre nous et eux. D'accord. Comme eux ne connaissent rien au spectacle, ils ont pris donc un producteur. Donc, tu penses qu'ils n'avaient pas déjà une idée derrière la tête? Non, en fait, mais nous, ce producteur, on le connaissait, hein, pour être honnête. Hein. Moi, j'ai travaillé avec son défunt père pendant des années, et ça s'est toujours très bien passé, même s'il ne faisait pas une affaire, 10 affaires par an, c'était une affaire tous les 2 ans, mais on a très très bien travaillé ensemble, oui, c'est pas le souci. On a très bien travaillé ensemble au départ, hein. Je veux dire, quand on a monté le projet culturel, de toute façon, ils n'avaient aucun savoir-faire, ni R2B, ni EDIS, donc ils nous ont fait confiance, ils nous ont laissé faire, et on leur a livré cet appel d'offres sur un plateau. D'accord. Alors on va en parler un peu plus après, hein, du détail de comment vous avez fait. Et je voulais juste que vous rappeliez quand même chacun, on peut commencer par toi d'ailleurs, quelles tes spécialités, qu'on te connaisse un petit peu mieux, c'est-à-dire ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Donc, alors, moi je m'appelle Yann Guerrero, je suis né le 7 septembre 1973. Oui, on va peut-être pas voilà, il pleuvait ce jour-là. C'était un mardi. Non, moi je travaille dans le spectacle, et notamment dans le spectacle vivant, depuis très longtemps. Ça a toujours été ma passion. Je suis tombé là-dedans un peu par inadvertance. Et depuis, j'ai toujours dirigé, monté, créé, imaginé des projets. Au départ, comme directeur exécutif d'une compagnie de théâtre de rue qui s'appelait Malabar, qui était une compagnie qui était installée dans le Gard et à Sommières, enfin d'abord dans l'Hérault, après dans le Gard, et qui a fait le tour du monde, voilà, pour laquelle j'ai produit plus de 500 spectacles, une tournée au Mexique, dans les Balkans, on a vraiment joué de partout. Ce qui m'a permis après de mettre cette expérience au service notamment de la Pégoulade de Nîmes, dont je me suis occupé pendant 8 ans. C'était un peu les débuts de CPPP, c'est-à-dire que c'est là où j'ai réuni autour de moi des décorateurs, des constructeurs, des costumiers, et tous ces savoir-faire artisanaux au service de la création de spectacles, c'est-à-dire depuis l'idée, la coucher sur un storyboard, la réaliser et la mettre en œuvre le jour J, avec des régisseurs, des techniciens, des sonorisateurs. Oui, la grosse machine. Oui, c'est-à-dire qu'on a la particularité d'internaliser l'ensemble des processus depuis la création jusqu'à la réalisation d'un spectacle. D'accord. Toi, Eric, on te connaît un petit peu plus, on va dire, de par tes livres. Hein. On t'avait reçu pour La prophétie des aigles, qu'on trouve toujours, d'ailleurs. Et qui a un lien avec notre affaire. En plus, oui. Autour des arènes de Nîmes, en 96 après Jésus-Christ, déjà il y avait des conflits à cette époque. Des trahisons. C'est vrai. Il était un peu prophétique, voilà. Ce livre. Donc, toi, tu es plutôt... vas-y, je te laisse. Alors, moi, je suis universitaire, je suis professeur d'université dans notre belle université de Nîmes, où j'ai créé, donc là, il y a un peu plus de 20 ans, la filière d'histoire. On a maintenant un master d'histoire vivante, donc à côté de ça, je suis effectivement écrivain, je fais pas mal de documentaires historiques, et aussi, je suis reconstituteur depuis plus de 20 ans. Et dans ce alors, tu as deux spécialités quand même très marquées, qui est bien sûr le monde romain, qui est quand même un spécialiste. Et le monde napoléonien. Et le monde napoléonien. Donc, mais bon, finalement, moi je suis toute époque. Un empire pour Cachat. Un des legs aussi, quoi. Donc, je suis donc là-dedans,
finalement, tout ce qui est histoire me passionne. Et c'est comme ça que j'étais amené à faire, il y a 20 ans maintenant, mon premier c'était en 2001 au Théâtre Antique d'Orange, à faire du spectacle historique. Et donc c'est comme ça que j'ai proposé... Et c'est toi qui as créé donc les grands jeux romains, ça s'appelait voilà. Donc là j'avais commencé à travailler avec Culture Espace pour toute la partie didactique des arènes qu'ils avaient mis en place, notamment l'espace des gladiateurs. Et donc voilà, comme j'avais cette expérience-là dans le monde associatif, donc voilà, j'en ai parlé à Michael Cousiou, qui était le directeur de l'époque, de dire il faudrait faire quelque chose qui soit un spectacle romain, mais digne des arènes. L'idée étant, donc, tout de suite on a dit ah ouais super, on va faire le Puy du Fou. Moi j'adore le Puy du Fou, mais justement il fallait pas faire un sous-Puy du Fou. Et donc l'idée c'était de faire vraiment une reconstitution historique, avec donc un message historique qui s'appuie sur une réalité nîmoise, et donc créer autour donc, de cette idée-là un véritable concept en intégrant de très nombreux groupes de reconstitution pour qu'on ait un haut niveau de qualité, beaucoup mieux que ce qu'on voit au cinéma ou dans d'autres spectacles qui peuvent être plus ou moins approximatifs. Donc voilà, ça a plu, ça a fonctionné, et surtout donc l'idée c'était de pouvoir le développer. Donc c'est l'idée très vite, moi j'avais l'idée de faire une thématique par an, c'est-à-dire de venir aborder l'histoire romaine à la façon des Romains. Et donc ça c'était dès 2012. Alors tout de suite on m'a dit ah mais tu vas t'épuiser. Je dis non, c'est l'Antiquité qui m'épuisera. Parce qu'il y a quand même il y a de quoi faire. Et donc ça permet de renouveler, de monter de plus en plus en gamme. Toujours c'était l'idée aussi d'aller toujours plus loin. Et c'est là où Yann intervient, donc il pourra en dire un mot à partir de 2012. 2012, ouais, le cheval de Troie. Voilà, avec la création donc, et la régie du spectacle. Et la régie du spectacle. Donc c'est toi qui es aussi à l'origine des barques là, mais aussi, non? Des galères. Des galères, pardon. C'est ça. 2 galères, oui. On n'avait pas refait ça depuis 2000 ans, au Colisée à Rome. Voilà. C'était une première. Et d'ailleurs, maintenant, c'est le Puy du Fou qui essaye de nous imiter. Voilà. Ils ont fait évoluer leur scénographie du grand stadium, et dedans, donc, il y a une galère. Mais la leur, elle est fixe, les nôtres, elles bougent. Elles sont un peu moins jolies aussi. Et voilà, nananère. Je ne l'aurais pas fait comme ça. Pourtant, je leur en avais parlé, je leur ai donné ton nom. Non, mais ça, après, Bon, après la minute de pub, vous allez nous raconter le déroulé de cet imbroglio, on va dire. Vous allez nous dire comment adhérer au comité aussi de soutien. Et vous nous direz comment vous voyez la suite de cette histoire. Allez, à de suite. Maintenant que vous nous avez bien présenté les protagonistes, alors qui veut commencer à nous raconter un peu la genèse de cette histoire? Je commence pour commencer à rencontrer avec Enéis. Non, oui, voilà. Ouais. Alors l'idée, ça commence donc en septembre-octobre 2020, je crois.
septembre 2020. Voilà, donc c'est EDIS qui vient nous voir avec ce projet donc, de candidater sur la délégation des monuments de Nîmes. Oui, c'est-à-dire là, ils n'étaient pas encore, il y avait encore Pas du tout. Culture Espace, oui, tout il y ça. avait encore Culture Espace. Voilà. Ils avaient le projet donc de se présenter. Absolument. Bon, les relations, on va dire, avaient évolué un peu avec Culture Espace, pas forcément dans le bon sens. D'accord. Et donc, on a dit, pourquoi pas, parce que c'est vrai que c'est un acteur nouveau qui promettait beaucoup. Et donc, on a rédigé donc, l'essentiel, 90-95% du projet culturel, et qui a évidemment pesé certainement dans la balance, parce qu'ils ont prometté beaucoup d'investissements, mais bon, on était un peu la garantie de la continuité, quoi, Bien sûr. dans cette histoire-là. Et parce qu'il faut rappeler qu'ils s'occupaient d'aéroports, uniquement d'aéroports et de ports. Enfin, je parle pour Nîmes. Ouais, donc l'aéroport de Garoue-Nîmes, aussi de Tours, Saint-Malo, enfin bon, ils n'étaient pas du tout dans ce domaine-là, donc c'est là où ils étaient un peu attendus, ça ne faisait pas l'unanimité, parce que bon, les références étaient minces. Ouais. Et donc une chance qu'ils vous avaient en fin de compte. C'est un peu pour ça qu'ils sont venus nous chercher. Ouais. Et donc, sinon ils n'avaient aucune chance, il faut être clair, c'est un appel d'offres, c'est quelque chose de structuré. Il y a des critères qui sont énoncés à l'avance, et puis il y a des notes qui correspondent à ces critères. Donc dans les critères, en général, il y a l'expérience dans le domaine concerné, ils n'en avaient pas, le projet culturel et le financement. Voilà. Donc voilà, donc là on intervenait quand même pour une large part. Donc ça se fait, donc on travaille avec eux, ça se passe plutôt bien, puis surtout, Yann, nous on commence déjà à créer, parce qu'il y avait 2 spectacles à créer, celui de mai et celui d'août, complètement nouveau, et on commence donc à y travailler, et c'est PP commence donc à créer les décors à partir du mois de novembre. Alors que les contrats n'étaient même pas encore signés entre EDIS et R2B. Donc voilà, on continue à travailler. Donc, et puis, oui, donc c'est pour R2B, pour bien suivre quand même, R2B n'était pas là encore. Si, ils étaient là depuis le début, mais en fait, on a gagné l'appel d'offres. Voilà. C'est R2B qui représentait le côté projet culturel que nous avons écrit. D'accord. Et puis une fois, donc ça a été attribué au mois de juillet, à partir de là, R2B et EDIS devaient se mettre d'accord contractuellement pour que nous, on fasse la réalisation après des spectacles. Ils ont mis 4 mois à le faire. Parce qu'ils s'engueulaient, ils n'arrêtaient pas, ils n'étaient pas d'accord, il y en a un qui voulait trop d'argent, les autres qui n'étaient pas dus, qui nous demandaient de passer avec eux en direct, on refusait, enfin c'était un sac de nœuds. À un moment donné, ça c'est pas nos histoires, on est là pour faire un spectacle, donc nous on a commencé... Et vous aviez conclu un contrat avec R2B ou pas? On a conclu un contrat d'auteur, mais pas on avait un budget, de toute façon, c'est les gens qui n'avaient pas le savoir-faire de ces événements, c'est nous qui le gérions. On avait négocié un budget général pour faire les événements, suite à quoi on est parti dans la réalisation concrète. D'accord. Et heureusement, parce que si on avait attendu qu'ils finissent par se mettre d'accord, on n'aurait jamais pu faire le spectacle ni en mai ni en août. Voilà, c'est ce qu'on aurait dû faire. C'est-à-dire, nous, mais bon, nous, comme dit Yann, nous, c'était pas nos affaires, nous, l'idée c'était de créer des spectacles, et c'est ce qu'on a fait. D'accord. Et jusque, à la veille du spectacle du mois de mai, où là, ça s'envenime vraiment. Est-ce qu'avec le recul, c'était justement peut-être pas une erreur d'être parti, non? Avec le recul, on ne fait que des erreurs, mais on les a fait en toute bonne foi, en toute honnêteté. Oui, non, mais je veux dire, effectivement, cet acteur R2B, c'est une coquille vide en fait. Voilà, ils n'ont même pas un atelier, ils n'ont rien du tout, c'est une boîte postale à Nîmes, et des ordinateurs portables et des téléphones. Donc effectivement, ils font un métier qui n'existe plus. À l'ère d'Internet, des réseaux sociaux, le fait de réunir des acteurs culturels et de faire un spectacle avec, ça n'existe plus. Les gens le font en direct maintenant. Effectivement, oui, on aurait dû y aller sans cet intermédiaire-là. Mais le rôle de cet intermédiaire, c'était quelque part de nous protéger, en fait. C'était pas le sens de ma question. Le sens de ma question, c'était de dire, est-ce que il était bon de partir justement... Quand je disais l'erreur, elle vient de là, c'est-à-dire elle vient du fait que vous avez lancé vos mais on n'avait pas le choix. Vos trucs. On n'aurait jamais été prêt à temps, sinon on n'avait pas le choix. On sait combien de temps. Oui, mais c'était pas votre problème de ne pas être prêt à temps. C'est notre spectacle, c'est notre événement. C'est notre événement, et puis c'est notre crédibilité. Donc, show must go on. Après, les gens, ils s'en foutent de savoir à quelle date le contrat a été signé. Et nous, on savait qu'on était pris par le temps, parce qu'il faut remettre dans le contexte de l'époque. Et Culture Espace n'était pas parti franchement en bon terme avec la mairie, et était parti avec tous les décors qui appartenaient à la mairie. C'est-à-dire que, en tout cas, le juge l'a démontré. Donc nous, on partait sur une page blanche, donc il fallait tout refaire. Donc on ne pouvait pas se dire on va bricoler l'ancien
que Yann avait déjà fait, donc on les connaissait bien. Et donc il y avait cette urgence-là. D'accord. Mais oui, si pour rejoindre la question, juridiquement, effectivement, peut-être qu'on aurait dû faire autrement et attendre, mais ça aurait été au détriment du spectacle. Et moralement, on a décidé de ne pas le faire. Oui, mais c'était une façon, peut-être à mon sens, là maintenant je ne suis pas spécialiste, mais c'était une façon aussi de retourner la pression sur eux. Et pas sur... Après, on avait 2 interlocuteurs, on ne savait pas finalement lequel des deux il fallait suivre. Donc c'était compliqué. Et puis nous, on était finalement un peu la tête dans le ciel. La pression sur eux, ces gens-là, c'est tous les mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont hyper désorganisés, ils n'ont aucune expérience, mais ils estiment qu'à partir du moment où ils font un chèque, tout leur est dû. Donc ils auraient fait le chèque au dernier moment, et là ils auraient dit, mais attendez, on ne comprend pas, on a payé, pourquoi vous ne le faites pas? On le sait que ça se passe comme ça. Alors justement, puisqu'on parle d'argent, il y a un gros souci d'argent là. Vraiment. Tu nous racontes un peu. Alors assez rapidement, enfin pas assez rapidement d'ailleurs, dans le temps les rapports se sont tendus avec R2B, dont le rôle, je vous rappelle, était quand même de nous protéger, de nous offrir un cadre, justement, pour éviter que ce qui s'est passé se passe. Parce que il s'avère qu'effectivement c'est une coquille vide et que ces gens-là, plutôt que de faire les choses, ils mettent toute leur énergie à essayer de faire croire les choses. Donc ils ont passé énormément de temps et d'énergie à essayer de nous faire disparaître pour dire mais non attendez, comme il s'est engueulé avec Edelis, moi je veux plus qu'on parle de vous, je veux plus qu'on parle de ces PPP, c'est R2B qui fait tout, il faut que j'apparaisse comme incontournable aux yeux de la mairie parce que dans 2 ans je vire Edelis et je prends leur place. D'accord. Nous, on est là pour faire un spectacle, une fois de plus, donc c'est pas nos considérations, donc non, on y va, on continue, on est là depuis des années, tout le monde nous connaît, on sait, les Nîmois savent qui font quoi, la presse sait qui fait quoi, donc on décide de pas jouer ce jeu-là, parce que ça présente aucun intérêt pour personne, quoi. La place de chacun était importante et que les gens jouent leur rôle. Ce à quoi les rapports se tendent, tant et si bien que, avant le début du spectacle, le directeur donc, de cette société vient nous voir et nous dit, puisque c'est comme ça, je vais pas vous payer. D'accord. Voilà. Donc ce à quoi on appelle le donneur d'ordre, Edelis, et on leur dit là on a un problème quoi. Enfin, votre producteur, il nous met la pression et puis il menace de ne pas nous payer. Il ne veut pas signer notre contrat. Ça fait 3 exemplaires de ce contrat que je lui envoie depuis 1 mois et demi et il refuse de le signer. Enfin, il m'apprend là maintenant, il ne disait rien, il a attendu le dernier moment, une fois que les décors étaient livrés, que tout était en place. Donc là je dis clairement à Edelis, écoutez, pas de contrat, pas de spectacle quoi. Enfin, moi je ne peux pas y aller parce que je vais me faire avoir. Ce sur quoi Edelis répond, non, on ne fait pas ça, Yann, on sait très bien que c'est toi qui fais le job, on n'est pas bête, de toute façon, lui, on ne voit pas l'intérêt, donc fais le spectacle, on va te faire du paiement direct, on te promet, il n'y a pas de problème. On était à 3 jours de l'échéance, donc je veux dire, une création nouvelle pour laquelle on a fabriqué 15 semi-remords de décor, avec une ambition nouvelle, c'était titanesque, c'était gros spectacle. Beaucoup plus gros que ce qu'on avait fait avec Culture Espace. Et tout ça se joue la veille du spectacle. Par des gens qui, eux, ont que ça à faire, mais nous, on avait autre chose à faire, on avait du boulot. Donc, on fait le spectacle, et puis, arrivé... Là, on parle du spectacle de l'année dernière. Et du mois de mai, du spectacle de l'année dernière. On fait le spectacle a un vrai succès. 29 000 spectateurs. Donc tout le monde est aux anges, la mairie est comblée, Edelis me remercie chaleureusement. J'ai un appel du PDG quelques jours après, M. Jean-Luc Schnebelen, qui me dit merci pour ce que tu as fait, enfin voilà. Et à partir de là, on rentre dans le règlement des problèmes financiers. C'est-à-dire que je me retourne vers Edelis pour leur dire maintenant, il faut tenir votre engagement, quoi. Il faut faire du paiement direct. Quoi. Et je commence donc à discuter de ça avec Martine Laroy, qui est la directrice des concessions. Ce que j'avais compris, en fait, c'est qu'ils devaient payer un solde à R2B, que plutôt que de payer le solde, ils allaient nous payer à nous en direct, mais le paiement direct n'arrive pas. Et là, Martine Laroy me fait comprendre que non, le PDG dit ce qu'il veut, mais elle travaille dans l'intérêt des DI, c'est qu'elle a décidé de faire autrement parce que... c'est la personne là, c'est qui? C'est la directrice des concessions. D'accord. Parce que c'était plus dans leur intérêt. Ils avaient prévu à ce moment-là de se retourner juridiquement contre R2B, donc il fallait qu'ils aient cette démarche en fait. Okay. Donc ils décident plutôt que de payer les dettes et de faire du paiement direct et de respecter leur engagement, ils nous disent on va vous faire une avance de trésorerie sur une partie du contrat, donc une partie de l'argent. De toute façon, là, à ce moment-là, on était déjà en cessation des paiements, c'est-à-dire qu'on allait couler, quoi. Donc, s'ils voulaient qu'on fasse le spectacle du mois d'août, qui était leur obligation contractuelle, que je ne voulais pas faire avant d'avoir été payé, parce que je me doutais que j'allais me faire bananer, il fallait qu'ils sauvent la compagnie, parce qu'on était les seuls capables de faire ça, quoi. Donc, ils nous font cette avance sur trésorerie.
on arrive à sauver la compagnie, on reçoit des acomptes du spectacle d'après, on fait le spectacle de Nîmes Cité des Dieux, le spectacle a le succès qu'on sait, et on envoie donc les factures de solde de Nîmes Cité des Dieux, et là, il manque 73 000 €. Donc, elle est lisse en disant, mais je comprends pas, il manque des sous, comment ça se fait Je dis, bah ouais, mais attends, on t'a fait un virement de cette somme au mois de juin. Je dis, oui, mais vous m'avez fait signer un papier qui disait que ce virement, enfin cet argent, je vous le rembourserai le jour où R2B m'aurait payé. Vous savez très bien qu'R2B ne m'a pas payé. Silence radio. D'accord. Voilà. Sauf que, pour la petite histoire, je passe directement voilà, au tribunal, donc au 14 décembre, c'est-à-dire qu'on a entre-temps assigné R2B et Edelis au tribunal, et en fait on s'est aperçu dans les conclusions de R2B que R2B avait rendu cet argent à Edelis. D'accord. Et Edelis nous l'avait quand même retiré, quoi. Ah ouais, sacré mythe. Et ils nous l'ont rendu la veille de l'audience quand ils se sont dit, ah là, je crois qu'ils vont s'en apercevoir. Ouais. Ça fait un peu du vol là. Ouais. D'accord. Toute connaissance de cause, quoi. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, on en est où exactement? On en est à 190 000 € TTC, plus travail d'écriture de Eric Tessier. D'accord. Alors, qui doit le payer, ça? Alors, au départ, c'était R2B qui devait le payer, ouais. Mais en fait, EDI sont responsables, parce que si ils nous avaient pas dit, bah allez-y, vous inquiétez pas, on va vous faire du paiement direct, continuez à travailler. Nous, on a continué à dépenser des sous. Bah oui. Parce qu'on a tout payé, en fait. Il faut un micro-ondes pour le oui. romain, on paye le micro-ondes, il faut mettre du gasoil dans les galères, on met le gasoil. Il faut des espadrilles en plus pour les volontaires, on achète les espadrilles. On a absolument tout payé. Donc, c'est ce qu'on leur reproche en fait, et c'est ce qui les engage en fait juridiquement, c'est-à-dire qu'ils sont fondus d'un fantastique communiqué de presse dans lequel ils expliquent qu'ils ont aucune relation commerciale avec nous, mais c'est juridiquement et factuellement faux en fait. Cette relation juridique est née à partir du moment où on leur a signifié le problème, et à partir du moment où on a commencé à dépenser de l'argent pour eux. Bien sûr, et alors en même temps, c'est quand même EDIS qui s'est engagé, c'est eux qui ont la délégation de service. Il y a des lois sous la sous-traitance qui sont très claires et qui disent que... Après, qu'eux ils aient pris R2B, là, on s'en fout. Enfin, le spectacle c'est lui qui fait pour EDIS. Clairement, les deux spectacles ont été faits pour EDIS. Nous, on a rempli nos obligations largement. Eux n'ont pas rempli les leurs, quoi. Et donc, on tente de ça, c'est qu'ils jouent... Et la mairie, comment se positionne la mairie dans ce cas-là? Il faut leur poser la question. Ouais, d'accord. Ils bottent en touche. Ah bah oui, non, je pense qu'ils attendent de voir, quoi. Mais bon, là, ils ne peuvent pas ignorer donc, ce qui se passe, quoi. Il faut leur poser la question. Bon, on leur a écrit ce qui s'est passé, donc je veux dire, ils sont au courant, effectivement. Moi, j'ai rencontré Pastor, je l'ai tenu au courant. Évidemment, nous, on est en conflit avec EDIS, mais pas avec la mairie de Nîmes, à un moment. Non, bien sûr. Mais donc, voilà, il y a ce problème-là. Après, bon... Non, mais elle pourrait quand même aussi... Ah ben, peut-être qu'elle le fait, je sais pas. Mais bon, appuyer un peu votre... elle pourrait faire partie du comité de soutien. Hein. Je leur expliquerai comment faire à la fin. Hein. Voilà. Enfin, après, si tu veux, la morale de cette histoire, c'est que de toute façon, que ce soit R2B ou EDIS, ils ont un peu le même mode de fonctionnement. C'est pas des gens qui viennent du milieu de la culture, et c'est des gens qui c'est des financiers. Quoi. Ouais, voilà, c'est des financiers, c'est des gens qui ne respectent absolument aucun engagement qu'ils font. Ils sont même pas capables de respecter les papiers qui te font. C'est-à-dire qu'ils sont là pour faire gagner de l'argent à des actionnaires, je suppose. Voilà. C'est toujours le même principe. Mais ça n'empêche pas d'être honnête. Hein, après, oui, tout à fait. Je pense que c'est deux choses différentes. Bon, on travaille avec d'autres sociétés, hein, comme la société Clever Roussillon, qui a une autre éthique, quoi, qui n'a jamais eu de problème, parce qu'eux, ils sont plus dans ce domaine-là du culturel depuis plus d'un temps. Donc voilà, après, nous, ce qu'on reproche aussi à EDI, c'est le double langage, quoi. Hein. C'est-à-dire, c'est bien beau de dire ça, mais non, il n'y a pas de contrat, etc. Et ils sont venus nous chercher, ils ne sont pas venus nous chercher pour dire, bon, ben, vous le faites un an, puis après, au revoir, merci, on prendra nos amis. C'est ce qui se passe. Donc après, moi, personnellement, le truc... Parce que tu penses que EDIS a envie de changer, ils ne veulent plus vous prendre et en prendre d'autres, non? En fait, ce qui s'est passé aussi, donc là, il y a tout le volet donc, judiciaire et financier, qui est important, puisque c'est l'existence même de la compagnie CPPP qui est en jeu, et des salariés, etc. Mais il y a aussi, moi, en ce qui me concerne, alors que j'ai fait donc les deux spectacles, l'écriture, la mise en scène, à mois de septembre, on dit, bon, non, toi, tu n'es pas un metteur en scène
professionnel. Bon, ça fait juste 20 ans que je fais ça. Ouais. C'est pas parce que j'ai aussi un autre métier que je ne peux pas aussi faire ça. Mais donc on va prendre un metteur en scène professionnel, quoi. Et qui est surtout, donc là c'est en l'occurrence, c'est Lucie Schneebelen, donc la fille du patron d'EDIS, qui est... Comme par hasard. Comme par hasard, là je ne juste que par hasard. Ouais, bien sûr. Mais qui est aussi donc, employé donc, aux arènes de Nîmes, qui s'occupe de la communication, je crois. T'es un franc succès derrière la communication. Oui, c'est vrai, on s'en aperçoit. Et surtout pour elle aussi, j'aurais pu lui répondre, mais toi, d'où tu es professionnel de la communication, quoi. Elle n'a jamais fait ça. Bref, qui me dit, ah ben moi j'ai un ami qui lui est metteur en scène, il va te remplacer. D'accord. Mais non, mais de toute façon, tu resteras, hein, tu lui expliqueras, tu seras conseiller historique, tu lui expliqueras comment il fait. Ouais. Parce qu'il se trouve que cet ami qui lui aussi est le fils de... C'est-à-dire tu vas lui expliquer comment il va faire pour prendre ta place. C'est ça. Tout est dit. Mais si je peux me permettre, tu vois, quand je te disais, c'est le chemin classique de beaucoup de sociétés. Hein. Beaucoup de sociétés ont, à partir du moment où moi j'ai constaté ça dans un autre milieu qui n'a rien à voir avec le truc, et je l'ai vécu exactement comme toi, où moi il fallait que je forme le mec qui allait prendre ma place et moi on m'a viré. Ouais, c'est d'un classique. C'est marrant, mais moi j'ai un côté naïf. Je m'attendais plutôt avec ce genre de société à ce que les gens te jugent sur la performance, sur les faits, sur la reconnaissance. Mais c'est même pas la reconnaissance, c'est même dans leur intérêt parce que là ils sont clairement en train de se tirer une balle dans le pied, quoi. Donc là, en l'occurrence, ce jeune metteur en scène que je n'ai jamais rencontré, au début, on n'a même pas dit son nom, quoi. Il fallait que j'accepte comme ça. Bon, il se trouve que c'est le fils de Jacques Weber, donc très bien. Ça l'a sans doute un petit peu aidé, parce qu'il a fait quelques films qui sont restés, on va dire, confidentiels. Et surtout de son aveu même, hein. Il n'a jamais fait de spectacle ni vivant ni historique. Donc là, je comprends pas trop la démarche qualitative. C'est ça. Et puis en plus, je veux dire, encore, ça ne marcherait pas. Oui, voilà. Comprendre que on se dit le mec il virait parce que ça marche pas. On serait parti de nous-mêmes parce que on aurait mis le problème de cet événement, je vais te le dire, c'est qu'il y a des choses qui ne fonctionnaient pas. Mais tout ce qui n'a pas fonctionné, c'est ce dont EDIS était directement en charge, c'est-à-dire c'est la communication, l'accueil des bénévoles. Voilà. Ils ont réussi l'exploit de les faire manger beaucoup plus mal que ce que Culture Espace l'avait fait. Et pourtant, si tu veux, oui, mais c'est des bénévoles, enfin, tu vois, c'est un minimum. Bah oui. Pourtant, la barre n'était pas très haute. Ils avaient en fait un budget de communication qui était un tiers supérieur à celui de Culture Espace. Ils ont fait pour le spectacle de Nîmes Cité des Dieux la même stratégie, un copier-coller. Alors, il s'avère qu'ils ont l'air très spécialistes des copier-coller dans cette société, de la stratégie de Culture Espace, ce qui leur a amené le même nombre de spectateurs en fait par soir, et ce qui leur a pas permis d'atteindre les objectifs ambitieux que eux-mêmes s'étaient fixés, quoi. Mais souvent, ces grosses sociétés, encore une fois, je te dis que c'est récurrent, on retrouve le même processus dans tous les secteurs, et ces sociétés manquent de gens qui ont de l'imagination. Ils n'ont aucune imagination. Ah, mais ils n'ont pas d'idée, oui, ça je te le confirme. Ils ne font que copier, parce que c'est comme ça, parce que c'est le système ils sont rentrés dans un système maintenant où on dit, si le concurrent a fait ça, il faut qu'on fasse pareil. Alors que si tu prends les années 80, c'était tout à fait le contraire. Les sociétés, elles se différenciaient les unes par rapport aux autres. Hein, c'est exactement ce qui s'est passé en 2010, quand j'ai dit il faudrait faire les grands jours romains. Tout de suite, on m'a dit on va faire comme le Puy du Fou. Enfin, c'est Benoît Monnier. On copie. C'est Culture Espace. Je dis mais non, pour que ça marche, il faut qu'il y ait un concept concret que j'ai mis en place, qui ressemble qui soit lié à l'histoire de Nîmes. C'est un vrai monument, on va mettre de vrais entre guillemets légionnaires dedans, c'est-à-dire des reconstituteurs, etc. Et voilà, ça a marché, bon ok, très bien. Et puis bon, au bout d'un moment, on dit au revoir et merci. Ça avait un peu commencé déjà avec Culture Espace, hein, pour tout dire. Hein. Donc on avait connu ça. Donc voilà, puis l'histoire s'est répétée avec Elie, c'est encore, comme tu dis, si on avait mal fait, le job, ok, on en aurait tiré les conséquences nous-mêmes. Hein. Mais avec un spectacle à 29 000 spectateurs et un autre à 36 000, on ne peut pas dire que le spectacle n'a pas attiré du monde. Et surtout, après c'était unanime, tout le monde a dit que c'est... J'avais des retours, même à mon petit niveau, j'entendais les gens quand même, qui... D'ailleurs, à un moment, on parlait... Il se disait que les Jeux romains allaient supplanter
la Feria. Oui. Et c'était que ça allait être un peu l'avenir, puisqu'on connaît les problèmes. Bon, là, du coup, ils sont tranquilles. Ouais. Je pense que là. De toute façon, il y a de la place pour tout le monde, hein, mais ouais, c'est vrai que ça se disait parce que c'est arrivé à un très haut niveau. Alors après, il va y avoir une dynamique, ils vont bénéficier de cette dynamique-là, mais on met beaucoup moins de temps à détruire quelque chose qu'à le construire, quoi. C'est un peu ce que l'on redoute, quoi. Alors justement, donc, comment vous voyez un petit peu l'avenir là? Qui se débrouille. Enfin, non, mais sérieusement, on s'est énormément engagé en temps, en argent. Sur ces événements, nous on part la tête haute, voilà, ça a été 2 vrais succès. On a mis la barre très très haute aussi, on sait très bien ce qu'ils vont faire. Ils vont faire comme tous les gens malhonnêtes, contre mauvaise fortune bon cœur. Ils vont pallier à leur incapacité de faire des décors à l'échelle du monument en disant que c'est pour dynamiser la mise en scène. Ils vont pallier à leur incapacité à avoir des idées en disant qu'ils ont changé dans la continuité, donc ils se débrouillent. Nous, c'est plus notre problème. Ce qu'on veut, nous, c'est être payés. Et à partir de ce moment-là, pouvoir réaliser nos projets, parce que là, on est à l'arrêt total depuis le mois de septembre, en fait. C'est-à-dire là, donc pour être un peu plus concret, dans les prochains jeux, comment ça se passe les prochains jeux? Ça, c'est à eux qu'il faut leur demander. Nous, on ne sait pas. Vous êtes... on n'y est pas, non. On n'y est pas, c'est sûr. On ne travaille plus ni de près ni de loin avec les médias. Et surtout parce que, bon, moi je vois déjà, je sais déjà ce qu'ils disent. Ah, mais ils ont choisi de partir. Non, on nous a fait des propositions qui étaient inacceptables. Ouais. Et donc, dans ce cas de figure-là, on ne pouvait pas continuer. Passer de scénographe à régisseur, moi passer de metteur en scène à conseiller historique, j'ai un conseiller historique de moi-même, quoi. Oui, voilà. Ils savaient très bien qu'on a. En plus de ça, ils ont gagné sur la promesse d'un projet ambitieux. Donc, nous, c'est ce qui nous a convaincus d'y aller. Et en fait, ils n'ont pas réussi à atteindre leurs objectifs, mais de leur seul fait, parce qu'ils n'ont pas été assez bons. Objectifs financiers, quoi. Ils préfèrent se dire, plutôt que de se dire, bon, ben ok, on va se reprendre en main, on va accentuer sur la communication, faire mieux, et puis se donner les moyens de nos ambitions, bah non, faisons moins cher. Donc ça, c'est pas très intéressant, donc on va les laisser faire, voilà. Donc le comité de soutien, je dirais, en quoi il peut vous aider? Il est important parce qu'il y a beaucoup évidemment de désinformation comme dans toutes les affaires. Et nous, on n'a pas les services d'une agence de communication, c'est situé boulevard Malesherbes, c'est ça? Comme au Monopoly. Au Monopoly, ouais. Et nous, on est là, c'est plutôt cher. Et donc nous, on n'a pas que nos propres moyens, si ce n'est que les médias jouent le jeu, font leur travail, malgré des coups de fil intempestifs des déistes qui n'apprécient pas trop apparemment ces articles-là. Et puis en fin de compte, plus il y aura de monde qui vont vous soutenir, ça donne du poids, quoi. On en est même surpris, c'est-à-dire qu'on a largement dépassé les 500 followers. Ce comité, c'est des 10 mois qui ont voulu justement mettre ça sur la place publique, qui ne font que répercuter les articles, les émissions, pour informer donc les gens et puis permettre aux gens de s'exprimer là-dessus. Donc pour ça, il suffit Facebook, clic sur comité de soutien. C'est le petit pouce bleu là. Voilà, le pouce bleu. Le petit pouce bleu. Donc ça n'a pas existé chez les gladiateurs, mais là ça existe. C'est pas celui-là. Mais donc voilà, comité de soutien, Yann Guerrero et Eric Tessier. Donc on trouve ça en 2 clics sur Internet. Allez-y. Oui, on compte sur vous. Voilà, c'est pas un petit pouce bleu, c'est pas grand-chose. Et pour une fois, c'est pour une bonne cause, et en même temps, ni moi ni moi, quoi. C'est un peu, c'est vraiment une réaction de fierté nîmoise, quoi, par rapport à un spectacle, ça on peut le dire, que les Nîmois c'était véritablement approprié. On l'a vu en 2010 par rapport à 2022, il y a eu une sacrée progression, donc les Nîmois en sont fiers, ils n'ont pas envie que ça soit dénaturé. Merci les gars, merci Yann, merci Eric, c'était très sympa de venir nous expliquer, puis vous êtes toujours les bienvenus bien sûr, on va suivre un peu... on aura des choses à dire. Il y aura des suites, c'est que le teaser. Voilà, on va suivre un peu cette histoire. Alors je rappelle l'adresse aussi de ma cagnotte Litchi, si vous souhaitez m'aider pour m'équiper en matériel, il faut toujours le changer, vous savez ce que c'est, et pour être plus performant, c'est noté ici. Merci de me suivre en vous abonnant à la chaîne Temps Libre. Profitez bien de votre temps libre. Salut! Para